Bonjour, dans le cadre de notre FST de pharmacologie médicale et thérapeutique, je vais vous parler des médicaments de l'insuffisance cardiaque, de l'insuffisance coronaire et de l'hypertension artérielle. Donc, je m'appelle Joachim Alexandre, je travaille au CHU de Caen et si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer vos questions par mail au niveau des deux adresses qui sont mentionnées sur cette diapositive. Alors, voici le plan du cours qu'on va suivre, parce que nous avons donc un cours de 20 minutes, ce qui est finalement assez peu pour parler de tous ces médicaments en cardiovasculaire. Donc, il a fallu faire des choix et prioriser les choses. Donc, en ce qui concerne l'insuffisance cardiaque, je me suis concentré sur les quatre classes pharmacologiques que vous avez ici, qui sont, on va le voir tout à l'heure, recommandées en première intention chez tous les patients. Côté maladie coronaire, alors déjà, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est bien évidemment les anti-aérants plaquettaires et les médicaments dédiés aux dyslipidémies font partie des médicaments, on va dire, les plus importants hein, du traitement de la maladie coronaire. Mais en fait, ces deux classes pharmacologiques ont des cours dédiés. Donc volontairement, je ne vais pas les aborder ici, puisque vous allez avoir dans cette FST des cours dédiés pour ces deux classes pharmacologiques. Donc pour la maladie coronaire, du coup, on reparlera un tout petit peu de bêta-bloquants, mais qu'on aura déjà vu avant, plus les autres classes pharmacologiques que l'on peut mettre chez ces patients avec des nouvelles arrivées, enfin des arrivées plus récentes, qui sont les inhibiteurs de SGLT2 et les agonistes du récepteur au GLP1. Et enfin, concernant l'hypertension artérielle, on va se centrer principalement sur trois classes, qui sont les trois classes recommandées en première intention, d'ailleurs plutôt en association maintenant, chez les patients hypertendus. Et certaines classes, on les aura déjà vues auparavant, donc on insistera un peu plus sur les diurétiques thiazidiques et sur les antagonistes des canaux calciques. Donc nous allons donc débuter. Donc en introduction, hein, il y a des médicaments, comme je vous l'ai dit, dont il a fallu que je choisisse de ne pas aborder, hein, puisque je n'ai pas le temps de tout aborder. Donc vous avez cette liste ici. Introduction. Donc d'abord, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que finalement, le domaine cardiovasculaire va traiter de plusieurs entités cliniques, mais qui en fait, peuvent déjà se recouper en termes cliniques. Un patient peut à la fois présenter une poussée d'insuffisance cardiaque qui est favorisée par exemple par une hypertension artérielle déséquilibrée, et à la fois, il va y avoir des intrications au niveau thérapeutique, puisque certaines classes pharmacologiques ont plusieurs indications de par leurs propriétés, et donc on peut les retrouver dans plusieurs pathologies, ce que vous avez déjà un peu entreaperçu sur le plan que je vous ai montré juste avant. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, du coup, c'est que ça fait quand même beaucoup de médicaments, tout ça. Donc il y a pas mal de classes à connaître qui sont énormément prescrites, puisque les maladies cardiovasculaires sont, avec les maladies oncologiques, les premières maladies en termes de fréquence au niveau mondial, et en particulier dans les pays occidentaux. La fréquence de ces maladies cardiovasculaires augmente avec l'âge, donc comme la population vieillit, on en a de plus en plus, et donc quoi que vous fassiez par la suite, en termes de pharmacologie et thérapeutique, vous allez inévitablement croiser ces médicaments. Un petit détail que je n'aurai pas le temps de beaucoup approfondir, c'est que certaines classes pharmacologiques en cardiovasculaire sont quand même l'exemple concret et vraiment quasiment caricatural que finalement il faut prendre avec des pincettes cette notion de classe pharmacologique. Je vous rappelle très brièvement que on range des médicaments au sein d'une même classe uniquement parce que leur cible principale pharmacodynamique est la même. Mais c'est le seul point commun qui fait qu'on les range dans la même classe. Et donc, pour certaines classes, en fait, les médicaments ont des propriétés autres très différentes. Ils peuvent avoir d'autres cibles, entre guillemets, secondaires, pharmacodynamiques, pertinentes, avec des effets cliniques très différentes. Et ils peuvent avoir des propriétés pharmacocinétiques en termes de métabolisme, d'élimination ou autres, complètement différentes. Donc, il faut faire attention, en cardiovasculaire comme dans d'autres, c'est pas parce que des médicaments sont en jeu dans la même classe qu'ils sont strictement pareils et qu'il n'y a pas des différences et qu'on va pouvoir les interchanger comme ça sans se poser des questions particulières. Donc, médicaments d'insuffisance cardiaque. Donc, comme je vous l'ai dit très rapidement dans l'introduction, on a des recommandations. Donc, tout, en fait, tout ça, hein, tout ce que je vais vous dire est basé sur les recommandations européennes de la Société de cardiologie. Et donc, les recommandations de l'insuffisance cardiaque ont été revues très récemment. Alors, je vous rappelle qu'on a l'insuffisance cardiaque à FEVG altérée et l'insuffisance cardiaque à FEVG préservée. On va principalement parler d'insuffisance cardiaque à FEVG altérée, puisque c'est là qu'on a des médicaments qui ont un niveau de preuve assez élevé, alors que malheureusement, pour le moment, dans l'insuffisance cardiaque à FEVG préservée, aucun médicament n'a vraiment montré qu'il pouvait venir contrecarrer l'évolution de la maladie.
Et donc à l'heure actuelle, pour l'insuffisance cardiaque à FEVG altérée, nous avons 4 classes pharmacologiques qui sont recommandées d'emblée en première attention chez tous les patients. Les inhibiteurs du système rénine-angiotensine, donc IEC principalement à défaut ARA2, de plus en plus ce qu'on appelle les ARNI, hein, donc le sacubitril, le valsartan. Pour l'instant, c'est quand même plus les IEC à mettre en première attention, et si ça ne suffit pas, si ce n'est pas suffisamment efficace, on passe au sacubitril valsartan, mais les recommandations laissent la possibilité de mettre d'emblée le sacubitril valsartan, des bêta-bloquants de l'insuffisance cardiaque, des antagonistes des récepteurs aux minéralocorticoïdes, et les petits derniers, les inhibiteurs du récepteur au SGLT2. En parallèle de ces médicaments qui sont là pour essayer de modifier le cours d'évolution de la maladie, hein, ce qu'on appelle les disease modifying drugs en anglais, eh bien on peut ajouter des médicaments plus à visée de confort pour améliorer la qualité de vie du patient et éviter les hospitalisations, qui sont en l'occurrence les diurétiques de Lance. Donc on va commencer par les bêta-bloquants, sur lesquels je vais probablement passer assez vite parce que vous connaissez déjà. Donc bêta-bloquants, leur vrai nom pharmacologique devrait être des antagonistes des récepteurs bêta-1 adrénergiques. En fait, en allant antagoniser ces récepteurs, ces médicaments vont agir sur une cascade qui, in fine, va agir sur la contraction et l'horloge calcique via l'adénylaticlase, un récepteur couplé aux protéines G et l'ATP. Ce qu'il faut retenir d'un point de vue pharmacologique, c'est qu'on a toujours entendu cette notion de cardiosélectivité qui laisse entendre que les médicaments vont être très intelligents et vont pouvoir aller uniquement se mettre sur le récepteur bêta-1 adrénergique. Ce qui est faux, en tout cas, on n'aura jamais de cardiosélectivité totale et absolue. En fonction des conditions et en particulier en fonction de la posologie du médicament, certains médicaments vont avoir une cardiosélectivité assez bonne, c'est-à-dire vont se rapprocher d'une fixation proche de 100% sur le récepteur bêta-1, mais vous n'aurez jamais 100%. Et dans tous les cas, si vous montez les doses, vous allez perdre, plus vous montez la dose, plus vous allez perdre cette sélectivité, donc vous allez toucher d'autres récepteurs. Et qu'est-ce qui ressemble à un récepteur bêta-1? On a bien entendu les récepteurs bêta-2, en particulier au niveau pulmonaire, et donc faire attention à cette notion d'asthme. Ensuite, les bêta-bloquants, comme je vous l'ai dit en introduction, font partie de cette classe pharmacologique en fait très hétérogène, autant sur le plan pharmacocinétique que sur le plan pharmacodynamique. Donc ça, on peut l'illustrer sur ce tableau-là, hein, qui bien entendu n'est pas à connaître par cœur, mais juste vous illustre en fait les propriétés pharmacodynamiques et pharmacocinétiques. Et vous voyez qu'il y a d'énormes différences sur ces très nombreux bêta-bloquants. Et donc il faut faire attention, quand on a un bêta-bloquant, si on veut le remplacer par un autre, eh bien ça ne se fait pas comme ça. Ils ne sont pas tous équivalents, donc il faut faire extrêmement attention à ça. Les bêta-bloquants, en fait, pourquoi est-ce qu'ils sont recommandés dans l'insuffisance cardiaque à FEVG altérée? Parce que tout simplement, dans la fin des années 90, ils ont démontré un effet sur la mortalité versus placebo. Et juste pour mémoire, tous les bêta-bloquants ne sont pas indiqués dans l'insuffisance cardiaque à FEVG altérée. Nous n'avons que 4 ici à gauche qui ont l'AMM. On passe maintenant aux médicaments du système rénine-angiotensine-aldostérone. Donc je vous ai remis la cascade ici, hein, de rénine-angiotensine-aldostérone. Petite parenthèse pour vous dire que jusqu'à il y a encore 2-3 ans, finalement on parlait uniquement de l'enzyme de conversion de type, enfin l'enzyme de conversion de l'angiotensine, on parlait même pas de type 1, mais en fait grâce au Covid, on sait maintenant très bien qu'il y a la type 2, hein. Vous savez que le CA2 est la porte d'entrée dans l'organisme du SARS-CoV-2. Donc voilà, juste maintenant, vous verrez que dans les vieilles publications ou les vieux ouvrages, on parle d'ECA, donc enzyme de conversion d'angiotensin, ou ACE en anglais. Et en fait, maintenant, on parle d'ACE1, puisqu'il y a la ACE2. Donc les médicaments du SRA, on a bien sûr donc IEC ARA2, inhibiteur de néprilysine associé à un ARA2, et on a les anti-aldostérone. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai oublié de mettre, normalement au-dessus de ECA1, vous devriez avoir les IEC qui viennent bloquer l'enzyme de conversion. C'est un oubli. Ah ben voilà, ils sont sur la diapositive suivante. Donc pourquoi est-ce qu'ils sont indiqués ces IEC? Parce que normalement, c'est IEC en première intention. Les ARA2 n'ont pas le même niveau de preuve que les IEC dans l'insuffisance cardiaque, donc ne doivent rester normalement qu'une alternative aux IEC. Les IEC sont indiqués parce que, comme les bêta-bloquants, ils ont montré une réduction de la morbimortalité au début des années 90, avec plusieurs IEC. La famille est très large. Il faut bien sûr faire attention en termes d'effets indésirables à la kaliémie, à la fonction rénale, à la tension artérielle bien entendu, aux angioedèmes qui sont très sévères mais heureusement très rares,
Et puis cette fameuse notion de tout sous IEC, qui n'est absolument pas grave, mais qui peut être très gênante par le patient et qui peut être une bonne raison de passer à un ARA2. Le sacubitril/valsartan, avec son nom commercial qui est Lantresto, est arrivé beaucoup plus récemment. Normalement, quand on regarde les recommandations, ils ont un niveau de recommandation un tout petit peu plus faible que les IEC, donc il est quand même plutôt privilégié de mettre un IEC en première intention, et si l'efficacité n'est pas suffisante, on passe dans ce cas-là à l'association sacubitril/valsartan, mais les recommandations laissent tout de même la possibilité, en première intention, d'emblée, de mettre le sacubitril/valsartan. Et eux aussi ont montré un effet sur la morbimortalité, d'où leur indication. Les antagonistes au récepteur omnirocorticoïde, la spironolactone d'abord, puis les plérédones est arrivé après, pareil, ont montré un effet sur la morbimortalité. On utilise plutôt la spironolactone en première intention, du fait a priori d'une meilleure efficacité, d'une meilleure affinité et efficacité sur le récepteur, mais on est parfois gêné par des effets indésirables off-target avec des effets sur d'autres récepteurs aux stéroïdes autres que l'EMR. Et donc, c'est pour ça qu'on passe des fois à l'éplérénone en seconde attention. Les derniers arrivés, les inhibiteurs de GLT2, qu'on appelle aussi les glyphosines, je vous ai rappelé ici leur mécanisme d'action. Donc c'est un effet avant tout glycosurique, qu'on pourrait du coup quasiment classer aussi dans les diurétiques, parce que par l'augmentation de la concentration de glucose dans les urines, en fait, on va aussi du coup augmenter la quantité d'eau et donc la diurèse. Sur l'insuffisance cardiaque, eh bien, ces médicaments sont la révolution de ces toutes dernières années. Ça faisait depuis quasiment les années 2000 qu'on n'avait pas eu de médicament qui améliorait la morbimortalité avec un effet quand même assez significatif. Là, on voit une amélioration de l'ordre de 25%. Et donc, ces médicaments sont arrivés en force avec la dapagliflozine et l'empagliflozine. Les diurétiques de l'ange, je passais plus rapidement. Juste quelques petits rappels sur les diurétiques. Donc, vous allez trouver diverses classifications, hein, dans différents bouquins selon différentes choses. Ce qu'il faut juste avoir à l'esprit, c'est qu'un diurétique n'est pas équivalent à un autre. Les diurétiques de l'anse ne sont pas équivalents aux diurétiques thiazidiques. Les diurétiques de l'anse ont un effet natriurétique rapide. D'ailleurs, juste petite parenthèse, on parle de diurétique, on devrait parler de natriurétique parce que le mécanisme, c'est je mobilise le sel et l'eau vient avec le sel et non pas je mobilise l'eau directement. Donc, les diurétiques de l'anse ont un effet natriurétique très rapide, bref et très puissant, avec un effet natriurétique qui est dose dépendant et qui est conservé même en cas d'insuffisance rénale, ce qui fait que ces diurétiques sont indiqués dans les surcharges hydrosodées. A l'inverse, les diurétiques thiazidiques ont un effet natriurétique moins puissant que les diurétiques de l'anse, moins rapide, plus prolongé, qui fait qu'ils ne sont pas du tout un médicament de choix de première intention dans les surcharges hydrosodées, mais par contre un médicament intéressant dans l'hypertension artérielle. Et donc le furosémide n'a pas montré de supériorité franche sur la morbimortalité, mais par contre est indiqué pour aider à contrôler les symptômes et pour améliorer la qualité de vie des patients en termes de dyspnée et pour éviter les lésions. Comme je vous l'ai dit en introduction, l'insuffisance cardiaque FEVG préservée, eh bien, c'est le parent pauvre de l'insuffisance cardiaque. À l'heure actuelle, on n'a pas de trouvé de médicaments qui puissent vraiment modifier l'évolution de la maladie. Peut-être les glyphosines, on commence à avoir des signaux intéressants, donc c'est en cours d'évaluation, donc ça sera peut-être la première classe pharmacologique indiquée pour essayer d'améliorer l'évolution de cette maladie. Pour l'instant, on s'en tient beaucoup à un traitement finalement symptomatique avec des diurétiques de l'anse. On va maintenant passer aux médicaments de la maladie coronaire. Donc là, je vous ai remis les recommandations. Donc je vous rappelle, anti-aérégant cours dédié, médicaments des dyslipidémies cours dédié, IEC, bêta-bloquants, on les a déjà pas mal vus. Donc on va se concentrer sur les autres médicaments. Juste quelques petits messages sur les médicaments qu'on a déjà vus. Bêta-bloquant, l'objectif c'est surtout un effet d'économie de la consommation cardiaque en oxygène. Donc on veut ralentir la fréquence cardiaque. Et les bêta-bloquants sont avant tout indiqués, parce qu'on a un niveau de preuve intéressant chez les patients qui ont fait un infarctus du myocarde, c'est-à-dire un syndrome coronaire aigu avec sus-décalage du segment ST, ou qui ont une FEVG altérée, puisqu'on retombe dans l'indication de l'insuffisance cardiaque FEVG altérée. En l'absence d'infarctus, de cicatrice d'infarctus ou d'insuffisance cardiaque FEVG altérée, l'indication, en tout cas prolongée des bêta-bloquants, est extrêmement discutée à l'heure actuelle. Les IEC, pareil, en fait, sont avant tout intéressants en cas d'insuffisance cardiaque FEVG altérée ou s'il y a d'autres indications type hypertension artérielle. En dehors de ça, l'indication n'est pas non plus formelle. Les inhibiteurs de SGLT2, pareil, ils peuvent réduire la morbimortalité avant tout s'il y a une FEVG altérée associée. Juste quelques mots
sur les agonistes du récepteur au GLP1, puisque il devient intéressant dans tout ce qui est maladie artérielle. Donc très 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 brièvement, mais vous pourrez aller voir sur le site pharmacologiemedicale.org un petit rappel sur leur mécanisme d'action. Ils vont en fait surtout diminuer, ils vont aller contrer la diminution de l'insulino-sécrétion, et donc par ce biais-là, ils vont pouvoir avoir un effet qui va lutter contre le diabète. Donc on a plusieurs médicaments à l'heure actuelle. Et en fait, ils ont montré des résultats très intéressants sur la mortalité cardiovasculaire versus placebo en prévention secondaire chez les patients à haut risque cardiovasculaire et diabétique. Donc quelqu'un qui serait diabétique à très haut risque cardiovasculaire ou qui a fortiori déjà fait un événement cardiovasculaire, eh bien cette classe thérapeutique et pharmacologique est intéressante. On va passer du coup à l'hypertension artérielle, puisque les autres médicaments de la maladie coronaire, nous avons déjà vu dans le chapitre de l'insuffisance cardiaque, où ils vont être vus dans des chapitres dédiés. Donc l'hypertension artérielle, pareil, au niveau recommandation, on a trois classes pharmacologiques à prescrire en première intention, plutôt en association pour avoir un effet synergique et combiné. Les inhibiteurs du système rénine-angiotensine, IEC ARA2, les antagonistes calciques non bradykardisants, c'est-à-dire les dihydropyridines, et les diurétiques thiazidique. Donc thiazidique, on a parlé un petit peu tout à l'heure, hein, je vous rappelle les propriétés différentes des diurétiques de Lens. On n'a pas de niveau de preuve avec des études dédiées de RCT de très haut niveau, mais quand même un niveau de preuve intéressant sur la réduction de la bimortalité cardiovasculaire via des méta-analyses et en combiné plusieurs études un peu plus modestes quand elles sont prises individuellement. Les antagonistes des canaux calciques de type L, je vous rappelle très brièvement qu'il y a une notion, en fait ces médicaments c'est une classe hétérogène avec une notion de sélectivité tissulaire, c'est-à-dire qu'on a certains antagonistes calciques qui vont plutôt avoir un tropisme cardiaque, et donc c'est le cas par exemple du verapamil, du diltiazem, et donc ils vont finalement être un peu les cousins entre guillemets des bêta-bloquants et donc être avant tout une alternative aux bêta-bloquants. Et donc ces médicaments ont surtout des propriétés cardiaques, en termes de bradycardie, antiarythmique. Certes, font baisser la pression artérielle, mais ce n'est pas leur propriété principale. Et donc à l'inverse, on a des antagonistes calciques avec une sélectivité nettement meilleure et quasiment exclusive, hein, même si c'est jamais du 100% au niveau vasculaire. Et donc ce sont les dihydropyridines qui sont pour le coup très intéressantes pour traiter l'hypertension artérielle sans en plus induire d'effets cardiaques type bradycardie. Juste petit message, le verapamil, attention, c'est l'un des plus puissants inhibiteurs de la PP. Donc ces dihydropyridines, pareil, ont un niveau de preuve tout à fait correct, avec une réduction de la mortalité, et puis une très bonne balance bénéfice-risque, puisque très peu d'effets indésirables, surtout très peu d'effets indésirables graves, donc ils sont extrêmement bien acceptés et tolérés par les patients. En ce qui concerne le SRA, donc on a déjà un petit peu vu. Le message, c'est que ces médicaments, aussi dans l'hypertension artérielle, permettent de réduire la morbimortalité cardiovasculaire, ce qui est quand même autant intéressant. Donc je suis désolé, on arrive déjà à la fin de ce cours. Je suis désolé parce que c'était assez rapide, hein, mais les consignes qu'on avait étaient de faire un cours ne durant pas plus de 20 minutes, donc forcément ça va un petit peu vite. Mais voilà, le but était de vous donner quelques notions essentielles. Vous allez pouvoir regarder ce cours à tête reposée. Je vous ai mis les références principales, autant sur le versant pharmacologique que sur le versant thérapeutique, pour avoir les bases essentielles des médicaments principaux dans le domaine cardiovasculaire. Donc en conclusion, on a quand même beaucoup de classes médicamenteuses. Attention à cette notion de classe, je vous en ai déjà parlé. Ces médicaments ont des propriétés à la fois pharmacocinétiques et pharmacodynamiques très variables. Donc vraiment faites attention, même au sein d'une même classe, vous ne pouvez pas switcher de l'un à l'autre sans vous poser certaines questions. Et puis c'était une discipline, hein, comme l'oncologie, avec beaucoup d'évolutions, beaucoup de nouvelles classes, avec en particulier des nouveaux médicaments, là, avec des mécanismes pharmacologiques nouveaux, très intéressants, en particulier dans l'insuffisance cardiaque à FVG altérée. Si vous voulez aller compléter un petit peu ces notions, je vous invite à aller voir sur le site pharmacologiemedicale.org, où vous allez trouver toutes les notions de pharmacologie beaucoup plus pointues par classe, ce que je n'ai pas pu faire là au cours de ce cours. Vous avez également, j'ai oublié de vous mettre la référence, mais le livre des médicaments du système cardiovasculaire réalisé par le collège, le CNPM, que vous pouvez bien sûr aller consulter. Et puis en termes de recommandations thérapeutiques, ce qui fait office de recommandations et de guidelines en France, ce sont les recommandations européennes de la Société de cardiologie. Donc voilà, encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et je vous souhaite bon courage et bonne continuation.